Depuis quelques jours, je suis extrêmement sollicité par les médias russes, que ce soit les télés, les journaux papier. Ils me demandent d'essayer de les aider à comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui vient de se passer avec les élections européennes et les premières nominations, les tensions qui suivent cela, mais également ils essayent de comprendre ce qui est en train de se jouer en France. Ils ont suivi l'augmentation très forte du nombre de votants, également le nombre de votes par procuration qui dépasse de très très loin tout ce qui était prévisible. On a donc de très grosses surprises à attendre, d'autant que la peur est partout dans les médias, puisqu'on voit les images de magasins qui sont renforcés, les vitrines avec du bois, ce qui est une manière de faire passer le message « Attention, si ce soir la droite passe, ce sera le chaos partout en France ». Donc on imagine le nombre de personnes très prudentes, ce qu'on appelle les castors, qui risquent d'aller voter massivement. Et massivement pour qui? On peut se le demander. Donc il est très possible qu'il y ait d'importantes surprises, également des surprises à venir très fortes aux États-Unis suite à la prestation, on peut dire, assez lamentable de Joe Biden. Mais comme un judoka, ils essayent de faire amende honorable et de dire « oui, ben voilà, ça arrive », mais en tout cas, il est capable non seulement de prendre les décisions, de comprendre, il est un peu moins rapide, mais finalement, est-ce que dans une période aussi instable, c'est pas une bonne chose d'avoir quelqu'un de moins impétueux, etc. Donc on voit cette capacité du système à tout le temps rebondir, à tout le temps trouver des solutions. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent tous les scénarios. Et je vous rappelle que quand ce débat aura été complètement oublié par tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la condamnation de Donald Trump, puisque le juge a dit qu'il rendrait son verdict le 11 juillet et on peut s'attendre à de très grosses surprises. Mais d'ici là, qu'est-ce qui peut se passer? On a les tensions qui montent de façon considérable au niveau de la frontière entre le Liban et Israël, mais également de plus en plus d'avions israéliens qui survolent le Liban et en particulier Beyrouth. On a également les Houthis qui sont de plus en plus agressifs envers tous les bateaux qui passent. Le Hezbollah qui n'est plus considéré comme une organisation terroriste par la Ligue arabe, ce qui veut dire qu'il s'apprête peut-être à les soutenir en cas de guerre avec Israël. On a le rapprochement qui s'accélère de l'Arabie Saoudite avec la Chine, avec également la Russie, mais l'Iran qui finalement a réussi à passer le cap de cette période électorale, puisque également on vote actuellement en Iran, ou en tout cas on a voté au moment où vous voyez ces images. Et les choses se sont passées plutôt dans une forme de grande sérénité, ce qui montre la force tranquille du régime iranien actuellement, et surtout la compréhension qu'a le peuple qu'il ne sert à rien de se laisser tenter par une révolution de couleur qui ne pourrait qu'être fomentée par les Américains et les Israéliens. Ils ont bien compris ce danger qu'ont compris également manifestement les Géorgiens, et le Premier ministre est de plus en plus courageux et il avance puisqu'il vient d'interdire le prosélytisme LGBT+, après avoir obtenu sa loi qui permet d'identifier les acteurs étrangers qui sont impliqués dans la société civile et essaient d'influencer les décisions. Donc on voit bien qu'il y a deux camps qui se structurent, deux camps en termes de leadership, qui sont le camp de la guerre, le camp du LGBT+, le camp de l'identité numérique, le camp qui est contre les peuples, et qui serait finalement le camp du mal, et de l'autre côté, un camp du bien qui voudrait essayer de stabiliser les relations internationales et trouver un moyen de mettre à la tête des organisations internationales des mécanismes plus clairs, des mécanismes qui évitent les abus,
qu'on observe depuis véritablement longtemps. Je pense que cette interview va beaucoup vous plaire. Elle a été réalisée pour un grand média. Elle passe en direct ce soir devant plus de 15 millions de personnes, en partie, en extrait, mais les autres morceaux passent régulièrement dans la chaîne et sont réutilisés sur Internet et dans leurs médias. C'est intéressant. Je vous demande, si vous n'êtes pas encore, de vous abonner à ma chaîne. Je vous demande de partager cette vidéo si vous le voulez bien, mais également de commenter, de m'aider, et surtout, si vous pouvez, de m'aider en rejoignant mon Substack avec une formule payante si vous le pouvez, de éventuellement faire des dons avec PayPal ou de me contacter pour me rencontrer lors des conférences que je fais ou à Paris, puisque maintenant je sillonne un peu toute la France, et éventuellement de découvrir le miel que je vous propose. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Alors, pour ce qui est d'Ursula von der Leyen, elle n'est pas promue, elle est maintenue à son poste parce qu'en fait, elle fait parfaitement le job pour ce qui est des dirigeants comme Emmanuel Macron, Scholz. Elle est juste parfaite. Elle est contre la Russie, elle est pour Israël à Gaza, elle est pour la politique migratoire et surtout, elle a été une extraordinaire défenseuse et activiste de la politique vaccinale en Europe. Elle a même négocié avec des SMS qui ont disparu les contrats avec Pfizer, des contrats de pratiquement 20 milliards d'euros. Il y a un scandale d'ailleurs, elle est sous le coup de la justice de l'Union européenne qui lui demande des explications sur la négociation des contrats et de quelle autorité elle disposait pour négocier les contrats avec des SMS qui ont disparu. Mais on se rend compte qu'en Europe, en réalité, plus on est dans le sillage d'un certain nombre de dirigeants et qu'on ne rend aucun compte à personne, meilleures sont les chances d'être maintenu. Ça, c'est pour Ursula von der Leyen. Ensuite, on a observé au niveau des anciens, par exemple Charles Michel, qu'il avait pris des positions très fermes à l'encontre d'Israël et du génocide de Gaza. Et donc, il avait la certitude de sauter. Il ne pouvait pas rester compte tenu des positions qu'il avait prises. Et qui le remplace? Kaja Kallas, qui est la première ministre d'Estonie, qui ne s'exprime pas du tout sur ce qui se passe au Proche-Orient. En revanche, c'est une des plus grandes activistes de toute l'Europe contre la Russie et pro-Ukraine. Forcément, l'Estonie et comme les États baltes d'une façon générale ne sont pas connus pour faire preuve de mesure quand il s'agit de la politique à l'encontre de la Russie. Pourtant, elle aussi est au centre de nombreux scandales, puisque son mari est le patron d'une boîte qui commerce étonnamment avec la Russie, mais pour plusieurs centaines de millions d'euros. Donc on a également nommé, promu, quelqu'un qui a une position qui n'est pas du tout diplomatique, donc qui est une position qui la représente surtout elle et quelque part son histoire, puisqu'elle évoque souvent l'histoire de sa famille et de ses ancêtres, etc., mais qui est également au centre de scandales financiers, comme Ursula von der Leyen. Et l'autre personne, c'est un socialiste, un ancien Premier ministre socialiste qui aura son poste le 1er décembre. Donc là, il a été nommé, mais il y a une période de transition. Donc le 1er décembre, il va être en place de président du Conseil de l'Europe. Et ce ministre, donc cet ex-premier ministre, futur Premier ministre, lui est connu, comme beaucoup de socialistes, pour des positions très sociales, très pro-migrants.
Et donc, on a d'un côté, et évidemment, des positions woke. Il était maire de Lisbonne, qui est une ville qui a été connue comme étant une des villes LGBT+, les plus proactives de toute l'Europe. Donc on voit bien l'agenda qui se met en place avec, à la tête de l'Europe, quelqu'un qui est complètement préoccupé uniquement par les questions LGBT+, qui est totalement ouvert sur les questions migratoires, également à la tête de la diplomatie européenne, une personne qui est une fervente défenseuse, pas de l'Ukraine, mais défenseuse d'une politique anti-russe pour l'Union européenne, et une présidente de l'Europe qui est la plus proactive en fait sur toutes les questions de vaccins, d'identité numérique, etc., etc. Je pense que ça va créer bien des remous, puisque une des raisons pour lesquelles dans plein de pays les gens ont voté plus massivement pour ces élections, c'était avec l'idée de se débarrasser entre autres d'Ursula von der Leyen. Et on voit qu'en tout point, ça a été un échec et que les chefs d'État n'ont pas du tout pris en compte non seulement les scandales financiers, l'impopularité et finalement également les scandales judiciaires qui sont en cours à l'encontre des personnes qui ont été nommées. Donc c'est pas du tout bon signe. Alors déjà, le fait de nommer à la tête de la diplomatie européenne quelqu'un comme Kaja Kallas, c'est une surprise parce que d'une part, elle est en poste de première ministre de son pays, donc elle va devoir quitter son poste pour ce poste. L'Europe n'est pas un pays, donc le fait d'avoir une diplomatie européenne, c'est déjà une véritable surprise. Alors on sait que c'est une habitude, mais de prendre une diplomate qui a pris des positions si peu diplomatiques sur tous les sujets, c'est sûr que ça ne va pas encourager les discussions. Si jamais il y a des négociations de paix, elle ne pourra pas avoir une position neutre. Et c'est un peu ce que reproche la diplomatie russe à la position européenne depuis 2022, c'est de ne pas du tout être neutre, de ne pas du tout encourager un dialogue de paix. Au contraire, ce ne sont que sanctions, que confiscation d'argent, que discours bellicistes, fourniture d'argent à l'Ukraine et fourniture d'armement, fourniture de formation, fourniture d'armes lourdes et de missiles à longue portée, mais également maintenant l'annonce d'envoi de soldats sur le terrain. Il est évident qu'un des rôles importants de Kaja Kallas, ça va être de sillonner le monde. Et comme elle est young leader, c'est-à-dire que c'est ce qu'on pourrait appeler un bébé Davos, donc Kaja Kallas, c'est une proche de Klaus Schwab, qui se vante d'avoir des personnes comme elle dans tous les gouvernements du monde. Donc on sent qu'elle va voyager partout dans le monde pour rencontrer les personnes qui sont de la même formation qu'elle, ce qu'on appelle les young leaders de Davos, et les encourager à suivre finalement la politique de l'Union européenne qui est toute tracée, puisqu'en réalité la politique de l'Union européenne, elle est décidée par deux personnes, qui sont le président français Macron, le président allemand Scholz, qui décident tout seuls. Ensuite, ils dictent les instructions à von der Leyen, qui met en place la machine pour agir. Évidemment, les Américains sont à la manœuvre avec leurs lobbyistes, puisqu'il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a plus de lobbyistes qu'à Washington. C'est pour donner une idée de l'importance du lobbying vis-à-vis des décisions qui sont prises à la tête de l'Europe. Et le lobbying est véritablement pro-américain, puisque derrière, on a les cabinets anglo-saxons comme McKinsey, mais on a aussi les grands fonds d'investissement comme BlackRock, Vanguard, et évidemment toutes les grandes boîtes de réseaux sociaux, etc., qui font un énorme travail de lobbying, en particulier auprès du commissaire breton, qui lui va être maintenu à son poste. Il espérait d'ailleurs avoir un de ses postes plus élevés, mais je pense qu'il ne correspondait pas aussi bien au profil de l'emploi
qu'un Premier ministre très woke, comme le Premier ministre du Portugal, ancien maire de Lisbonne, et une passionnariat anti-russe, la Première ministre d'Estonie, pour s'occuper de la diplomatie européenne et dire toutes les horreurs qu'elle pense sur la Russie aux quatre coins du monde, estampillée Union européenne. Alors l'Ukraine ne peut pas compter sur plus de soutien que lui en donne l'Union européenne, puisque d'une part, d'un point de vue militaire, on est allé au bout de toutes les réserves qui étaient disponibles. Maintenant, les seules armes qu'on peut donner sont des avions de chasse, des bombardiers ou des missiles longue portée, voire l'arme nucléaire. Donc même si Macron a évoqué l'arme nucléaire pour la Pologne, les États baltes, etc., il n'a pas encore évoqué l'arme nucléaire pour l'Ukraine, mais qui est rentré dans la phase de négociation pour rejoindre l'Union européenne. Donc, d'un seul coup, ce que disait Macron sera valable pour l'Ukraine. Et d'un point de vue financier, l'Europe ne réussit pas à se mettre déjà d'accord avec les règles d'unanimité pour donner tout l'argent qu'elle souhaiterait donner à l'Ukraine. Donc comment est-ce qu'il pourrait donner plus, je ne sais pas. Et surtout, il n'y a pas d'argent. On a véritablement une crise énorme en Europe. Donc il y a beaucoup de promesses qui sont faites par les chefs d'État les plus aventureux que sont Macron et Scholz. Mais est-ce que l'Europe peut faire plus ? On sent qu'on est vraiment au bout du bout. Et surtout, les Américains sont également fatigués. On voit que la position de Trump lors du débat avec Biden n'est pas du tout dans le sens de donner plus d'argent, de donner plus d'armement. Elle est dans le sens d'en terminer. Évidemment, les critiques de la première ministre italienne sont justifiées. Elles sont justifiées à plusieurs égards. D'une part, jamais la droite patriote dans les différents grands pays européens n'a été aussi représentée au niveau des élections européennes. En France, le premier parti, c'est un parti de droite patriote. Le Rassemblement national a fait plus de 30% des voix. Pareil en Italie, pareil en Hollande. En Allemagne, le parti de droite radicale, entre guillemets, n'a jamais été aussi haut puisqu'il est devenu le deuxième parti allemand. Et c'est vrai d'une façon générale partout en Allemagne. Et donc tous ces partis-là avaient la volonté que l'Europe se consacre beaucoup plus à elle-même, s'interroge sur la question des frontières, s'interroge sur les questions de migration et se repose les questions, à l'instar de ce que disent les Hongrois depuis très longtemps, mais également les Autrichiens, de la manière avec laquelle la politique de l'Europe se fait contre la Russie et pas pour la paix. Ils ne disent pas que la position de la Russie est une bonne position. Ils disent en tout cas que l'Europe n'a pas vocation à être en guerre de la sorte avec la Russie. Et cette position n'est pas du tout entendue. Au contraire, c'est la première ministre estonienne qui est véritablement la plus belliqueuse avec la Russie, qui a été choisie pour mener la diplomatie européenne. Donc, d'un point de vue de Mélanie, c'est juste impossible. Et par ailleurs, l'autre haut poste, à part von der Leyen, c'est quelqu'un qui est pour beaucoup plus d'ouverture des frontières, beaucoup plus de wokisme, toutes ces questions qui, évidemment, ne sont pas celles que souhaiterait voir défendre Giorgia Meloni, puisque pour elle, elle n'est pas du tout dans un agenda de wokisme, elle n'est pas du tout dans un agenda LGBT+. Donc, la droite européenne, qui est devenue majoritaire, mais par le jeu d'alliances, donc entre les pays, de disputes entre certaines droites, en fait, von der Leyen et les autres ont pu être élus. C'est toujours des tractations qui se passent loin des électeurs qui n'imaginent pas en réalité comment ça se passe dans les coursives. Ainsi, pendant toute la campagne, le chef de file de LR, qui est un parti de droite républicaine en France, eh bien finalement, il est devenu vice-président du parti qui a élu Ursula von der Leyen, alors qu'il a fait sans cesse campagne contre Ursula von der Leyen.
Et donc, c'est toutes ces contradictions de gens qui annoncent « Votez pour moi, on va changer le fonctionnement de l'Union européenne », mais qui, dès qu'ils ont été élus, vont manger dans la gamelle la plus généreuse. Et c'est ce qui ne plaît pas du tout aux électeurs, c'est qu'ils se rendent compte qu'en fait, les élus ne respectent jamais leurs engagements de campagne. Mélanie peut faire ce genre de gesticulation, mais en réalité, elle ne pourra absolument rien obtenir. On a vu la dynamique des accords au niveau du Parlement européen. Von der Leyen a été élue. Et maintenant, tout ça va se passer au niveau des commissions à Bruxelles. Et là, clairement, l'Italie est une quantité négligeable pour plein de raisons. Petit 1, l'Allemagne et la France décident. C'est nous qui contrôlons, entre guillemets, les rouages. Et petit 2, l'Italie est un pays extrêmement endetté. Et elle a considérablement besoin de l'Europe. On a vu que la Hongrie, à chaque fois qu'elle essaie de prendre des positions à contre-pied de l'Europe, que ce soit sur la Russie, que ce soit sur les flux migratoires, que ce soit sur les campagnes de vaccination, etc., ils ont toujours dû reculer à cause de leur endettement et à cause de la politique de l'Europe qui permet à l'Europe de condamner un pays qui refuse de se plier aux diktats européens. C'est-à-dire que sur les migrants, par exemple, la Hongrie va devoir payer des millions d'amendes pour avoir refusé d'accueillir plus de migrants que le quota qui lui était attribué par l'Union européenne. Et il risque de se passer exactement la même chose pour l'Italie. Donc pour l'instant, Mélanie fait des grands discours, etc. Mais elle va recevoir un ou deux coups de téléphone de personnes influentes qui vont lui dire « Écoute ma cocotte, tu vas faire comme on dit, sinon on va baisser la note de la dette de l'Italie, vous allez être en naufrage financier terrible et qu'est-ce que tu pourras faire ?» Et donc l'Italie, elle n'a qu'une seule possibilité, c'est de dire « Eh ben voilà, on va quitter l'Europe ». Mais évidemment, elle ne le fera pas, puisqu'elle a participé aux Jeux européens. Elle sait très bien que l'Italie utilise la monnaie euro, et donc c'est extrêmement compliqué de quitter l'Union européenne quand on utilise la monnaie. On a vu pour l'Angleterre, c'était très compliqué. Et donc elle risque d'avoir le même sort que la Grèce si elle continue à aller sur cette voie-là, et elle le sait très bien. On avait vu déjà des commissaires européens menacer le Premier ministre slovaque quand il s'était exprimé contre la politique de l'Union européenne à l'encontre de la Russie et qui s'était entendu dire « Écoutez, si vous ne voulez pas le même sort que Fico, vous devriez reconsidérer vos positions envers la Russie. » On rappelle que Fico, le président slovaque, a été entre la vie et la mort suite à un attentat dans la rue à son égard. Les deux qui ont été choisis, Kaja Kallas et Costa, Antonio Costa, sont choisis pour leur position anti-russe et pour leur position pro-LGBT, pro-migrants. Donc les deux sont des candidats parfaits quand on raisonne comme raisonne Macron ou Scholz. Ouvrir les frontières, promouvoir le LGBT+, promouvoir l'avortement, ce qui est le cas alors que le Portugal est un pays très catholique de ce Premier ministre socialiste, puisque en tant que pro-LGBT, eh bien, il essaie de pousser l'agenda IVG et l'agenda euthanasie. Donc, tous les candidats qui vont vouloir avoir des postes importants, de toute façon, devront être compatibles avec ça. Il faudra qu'ils soient d'accord avec la censure. Il faudra qu'ils soient d'accord avec la fin de l'unanimité, puisque l'Europe veut priver les États comme l'Italie ou comme la Hongrie de la possibilité de faire valoir leur veto. Et donc maintenant, l'Europe veut enlever ce droit qui était
consubstantielle de l'Europe. C'était que chaque pays pouvait retrouver sa souveraineté avec le veto. Et ça risque de disparaître. Donc je pense que plus l'Italie se met en contrainte forte face à la politique de l'Union européenne, moins elle obtiendra et plus elle aura de sanctions. Et donc, malheureusement, avec l'Union européenne telle qu'elle est gérée aujourd'hui, il n'y a pas 36 manières. Il n'y a qu'une manière, c'est de quitter l'Union européenne et de retrouver l'autonomie. Mais toute négociation à l'intérieur se fait invariablement au détriment du pays. Et regardez, la Hongrie, des amendes parce qu'ils ne veulent pas plus de migrants, des soucis avec les aides qui touchent, et ce n'est pas des aides gratuites, hein, c'est des aides sous la forme de prêts favorisés, etc., de l'Union européenne, et surtout le risque à tout moment de voir se dégrader leur note en tant que pays, et donc accéder à de l'argent très cher, ce qui provoquera une forte inflation et une explosion de la dette, et donc une situation très compliquée pour les pays en question. Alors déjà, Zelensky avait obtenu des pays individuellement la signature d'accords conjoints de défense. Mais alors c'est des accords qui disent rien, parce que c'est des accords sous réserve qu'un certain nombre de choses se passent, de nouvelles. Donc ça ne préjuge pas de la situation aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Ça, c'est la première chose. Mais donc, l'Italie, la France, l'Allemagne, un certain nombre de pays avaient signé cet accord. Maintenant, c'est l'Europe, globalement, qui signe cet accord. Et donc, c'est véritablement un outil de communication. Parce que qu'est-ce que ça renvoie comme message au peuple ou aux Américains? Ça leur renvoie comme message que l'Europe considère que la sauvegarde de l'Ukraine est indispensable. Donc ça conforte l'idée que l'Europe est en danger si l'Ukraine tombe et donc il faut protéger l'Ukraine face aux Russes. Donc les peuples en Europe ont cette répétition de ce message qui est un peu subliminal. Ok, vos dirigeants le disent, mais les institutions le disent aussi. Et c'est un message fort qui est envoyé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'entre députés et sénateurs américains, ils disent « Attendez, regardez, on en doute, mais regardez, l'Europe est complètement unie derrière l'Ukraine face à la Russie. On ne peut pas laisser tomber l'Europe. » Et tout ça est mélangé avec le souvenir du débarquement, mais où on donne l'impression qu'il ne faut plus inviter la Russie parce que ce serait la Russie, le risque fasciste, la dictature. Et donc, c'est comment on réécrit l'histoire au travers de ces accords. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'Ukraine devient le pays sympathique. Or, c'est de l'Ukraine qui a nourri énormément de troupes nazies pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est en Ukraine que les Russes ont découvert, entre autres, Azov, beaucoup de troupes nazies. C'est une des raisons pour lesquelles la Russie a lancé l'opération spéciale. Il n'y a plus d'élections en Ukraine. Le président n'est plus valide. Il n'y a plus de partis d'opposition. Il n'y a plus de médias d'opposition. Donc l'Ukraine présente toutes les caractéristiques d'une dictature. Et pourtant, l'Europe s'associe complètement à l'Ukraine, comme si l'Ukraine était le barrage contre la dictature. Donc c'est la pire dictature du monde, avec un dirigeant pas élu, anticonstitutionnel, qui s'est débarrassé de toutes ses oppositions, de toute la presse d'opposition, qu'on présente comme le rempart pour sauver la démocratie. Vous imaginez la contradiction. Donc Zelensky peut aller où il veut, il obtient les accords qu'il veut, parce qu'en fait on est dans un paysage d'inversion complète. Ce qui est, à mon avis, très perturbant pour les Russes quand ils observent, parce qu'on ne respecte mais même pas l'évidence, même pas le bon sens quand on observe les choses. Alors oui, je pense qu'ils vont obtenir l'allocation des fonds dans un avenir proche, parce qu'ils trouveront des solutions pour débloquer cet argent d'une manière ou d'une autre, en tordant le bras de ceux qui ne sont pas d'accord. Donc ce sera des négociations, ça va être des tractations. Vous savez, depuis le début, à chaque fois, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Toujours.
tous les sommes, tous les prêts, etc. C'est juste une question de temps et de tractation, voire de dossier, voire de tentative d'assassinat, voire d'intimidation. Quoi qu'il arrive, ils iront au bout de ça. Et les pays, malheureusement, à l'intérieur de l'Europe, on voit bien, peuvent avoir des sanctions, des menaces, l'Europe dispose de beaucoup de moyens pour obtenir ce qu'elle veut, l'Union européenne. Donc les deux dirigeants qui en réalité décident de tout sont Macron et Scholz. Et en réalité, on se rend compte que Macron est vraiment celui qui décide de tout, puisqu'à chaque fois, Scholz essaie de résister sur les missiles, sur les formateurs, sur les troupes, sur tous les sujets. Scholz freine au début, et puis finalement, après quelques jours ou quelques semaines, il se rallie à ce que dit Macron. Et ça n'arrête pas d'aller dans ce sens-là. Donc ils obtiendront la somme pour l'Ukraine. C'est qu'une question de jours, voire de semaines. Mais l'Ukraine aura les 60 milliards. Alors, l'Ukraine, aujourd'hui, c'est un État défaillant. C'est-à-dire, sans l'argent des Européens et des États-Unis, ils n'ont absolument plus de revenus. Le PIB de l'Ukraine a été divisé par 4 donc, depuis l'entrée en guerre. Et en réalité, l'essentiel de ce qu'ils continuent à produire, c'est de l'agriculture et des armes, pour simplifier les choses. Comment, depuis 2014, les Occidentaux traitent l'Ukraine? Ils s'attribuent toutes les terres agricoles, ils s'attribuent les industries dans le domaine également agricole, mais d'une façon générale dans tous les domaines, l'immobilier aussi, puisque maintenant, la loi et la constitution depuis 2017 en Ukraine permet à des étrangers de posséder les terres et de posséder des choses clés. Donc, effectivement, le pays va être complètement dépecé, un peu à l'image de ce qu'a été la Russie pendant la période de Yeltsin. C'est-à-dire que toutes les compagnies gazières, pétrolières, presse, les plus beaux immeubles, et tout ça a été pris entièrement comme par des prédateurs par les pays étrangers, essentiellement les anglo-saxons. Et donc l'Ukraine aujourd'hui, soi-disant pour se défendre pour elle-même, est en train d'être rachetée à petits frais par l'Occident. C'est-à-dire qu'un pays entier va être possédé par des grands fonds d'investissement. Macron, semble-t-il, c'est ce qu'il a déclaré quelques jours après avoir annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, avait prévu ça depuis longtemps. Ce que les partis n'avaient pas prévu, c'est d'une part qu'il le ferait, et qu'il le ferait si vite, et qu'il annoncerait que quel que soit le résultat, il restera. Donc il a dit que lui n'avait pas d'enjeu électoral avant 2027. Donc qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé d'une part un chaos complet, puisque là les partis sont complètement désorganisés, ils se disputent entre eux, etc. Quand vous avez très peu de temps pour vous mettre d'accord et pour créer des alliances, vous prenez le plus petit dénominateur commun. Et donc, sur toutes les questions clivantes, les partis d'opposition à Macron ont effacé ce qui était clivant. Et donc, quand on regarde que ce soit les partis de gauche ou d'extrême gauche et les partis de droite ou d'extrême droite, à 80%, leur politique, telle qu'ils la proposent pour les élections, est complètement similaire à celle de Macron. Il y a des petits détails. À gauche, ils sont plutôt LGBT, mais comme Macron. Et à droite, ils sont plutôt anti-migration, problème avec les migrants. Mais comme c'est l'Europe qui décide de ces questions-là, à partir du moment où les partis ont dit qu'ils étaient pro-européens. Et donc Macron, en réalité, il a montré qu'il avait mis d'accord derrière lui 80% des gens. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir l'élection et il va dire, comme c'est les vacances parlementaires et que les députés ne reviendront que courant septembre pour la prochaine législature, donc pour l'instant ils vont être choisis, et ben Macron va avoir 3 mois pour casser toutes les alliances et il va faire exactement ce qui vient de se passer au niveau de l'Union européenne.
Donc les gens pensaient s'être débarrassés de von der Leyen et d'avoir un positionnement plus à droite. Eh ben, ils ont encore von der Leyen et un positionnement plus à gauche. Eh ben, c'est exactement ce qui va se passer en France. C'est-à-dire que Macron va aller prendre dans les députés tous ceux qui sont compatibles avec lui. Il va prendre des chefs de file, il va leur donner des ministères et il va se retrouver avec une plus grande majorité qu'il avait avant. Parce qu'en fait, ils vont se disputer les uns les autres. Le RN, imaginons qu'il a 200 députés qui vont être élus. Il va être incapable d'en contrôler en réalité 200. Il y en a plein qui vont vouloir partir, qui vont se dire « mais non, mais moi, j'ai pas envie du chaos, je vais plutôt aller voter de telle ou telle manière, et puis je me sens plutôt proche de la droite républicaine, finalement, je comprends pas les positions. » Donc il va y avoir plein de tractations, et dans 2 mois, exactement comme ce qu'on vient de voir, tout sera changé. Alors, les élections, d'une part, elles vont être une grande surprise. Parce qu'au niveau de l'Union européenne, les élections, les gens savent que le Parlement européen n'a aucune importance. Donc, ils peuvent faire des votes de contestation. Et même les télés, enfin, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Là, au niveau du Parlement, toutes les télés, les syndicats, les philosophes, les experts, tout le monde prend position contre la droite. Donc on ne sait pas, les sondages disent que ça continue à être très haut. Est-ce que ça va être vérifié? Parce qu'en fait, les élections des députés, les gens votent quand même pour une personne. Le bulletin qu'ils ont devant les mains, ça va être quelqu'un qui est le notable régional. Et ils vont se dire, est-ce qu'on a véritablement envie de changer? Lui, ça fait des années qu'on l'a, etc. Il y a une vraie inertie. Ça, c'est la première chose. Il y a une prime à celui qui est élu. Donc, changer la tête de celui qui est élu, c'est compliqué. Ça, c'est le premier point. Ça se passe à 2 tours. Donc, il va y avoir peu d'élections au premier tour, parce que c'est très clivé. Et donc, l'essentiel des élections vont se passer au 2e tour. Et là, il va y avoir toutes sortes de négociations pour franchir la barre des 50%. Ensuite, il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé à une élection en France depuis toujours, c'est qu'il y a des millions de personnes qui se sont inscrites pour le vote par correspondance. Et là, c'est le mystère, parce qu'on ne sait pas dans quelles circonstances, de façon aussi rapide, il y a autant de personnes qui ont décidé de voter par correspondance. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce sont plutôt des gens pro-Macron qui font ça. Ce n'est pas une tradition dans les partis de droite, au RN, de voter par correspondance. Donc on a l'impression que le vote pourrait aller véritablement beaucoup plus qu'on l'imagine vers un vote modéré, Macron, LR, des groupes de gauche assez modérés, etc. Donc je ne crois pas que l'élection, elle est gagnée pour le parti du Rassemblement national. Au contraire. Et par ailleurs, les gens sont en train de réaliser que le chef du parti n'a que 27 ans. Donc s'il faisait des études de médecine, il ne pourrait pas encore être diplômé. Et c'est lui qui envisage d'être Premier ministre de la France, alors qu'il a 27 ans et qu'il n'a eu comme seul travail dans toute sa vie que d'être député européen, où il était très peu présent, puisqu'en fait, il était surtout actif au niveau de son parti. Donc tout ça est catastrophique en réalité. Si le parti Rassemblement national gagne, ça ne changera absolument rien. D'une part, parce que Macron restera le président, donc c'est lui qui continuera à donner toutes les orientations de politique européenne et de politique internationale, et les décisions qui se prennent au niveau de la politique nationale, elles sont prises par l'Europe. Donc on n'a pas la main en fait. Un pays n'a plus la main, c'est l'Europe qui décide, à part pour la politique internationale, et là c'est Macron qui décidera. Donc de toute façon ce sera un jeu d'apparence. Par ailleurs la France est extraordinairement endettée, donc il n'y a pas de marge de manœuvre. Et si réellement le parti du Rassemblement national avait une forte majorité,
on peut imaginer que les rues, il y aurait énormément de manifestations, énormément d'instabilité, parce qu'il y aurait les partis de gauche qui auraient envie de montrer leur insatisfaction. Donc on aurait une période, semble-t-il, très troublée, et qui ferait que Emmanuel Macron dirait, compte tenu de tout ça, finalement j'utilise l'article 16 de la Constitution, et en attendant que ça se calme, je prends les pleins pouvoirs pour moi-même.